et bienvenue encore à l'émission Ton histoire, c'est ta force. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de la belle et charmante Cindy Becca. Voilà, une top modèle, vraiment une femme très inspirante par ce qu'elle fait. Et voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir cet échange avec elle sur son histoire à elle. Parce que oui, et bien évidemment, chacun de nous, on a chacun une histoire à raconter. Nous avons chacun un background, nous avons chacun une expérience différente les unes que les autres. Donc aujourd'hui, je suis très ravie de recevoir Cindy Becca ici sur le plateau de Ton histoire, c'est ta force. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, peux-tu un peu nous présenter qui est Cindy? Oui, donc c'est Cindy, donc Babin, épouse K. Donc je suis une jeune femme de 28 ans, mannequin professionnel dans la vie de tous les jours. Et à côté, je suis très très active sur les réseaux sociaux, comme tu sais, où j'utilise, on va dire, mes plateformes, donc Instagram, la Babs, où là c'est vraiment mon contenu rattaché à la beauté, l'image, le mannequinat, mais il y a vraiment mes valeurs également, parce qu'il y a vraiment Christ au centre. Et ensuite, la Babs Citation, où là c'est tout ce qui tourne autour de la foi, exhortation pure. Et j'ai des chaînes YouTube aussi, donc pareil aussi, j'ai dissocié Image Unique, où je parle de tout ce qui est l'image, extérieure finalement. Et la Babs, c'est vraiment plus l'intérieur, donc purement la foi, quoi. D'accord, donc, voilà. Intéressant. Okay. Voilà, aujourd'hui, Cindy, je te reçois parce qu'il y a ton témoignage qui m'a fortement marqué. Aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler vraiment de l'estime de soi et la confiance en soi. Et aussi, tu prônes beaucoup la guérison, la beauté émotionnelle. Aujourd'hui, tu nous expliqueras un peu qu'est-ce que c'est que la beauté émotionnelle. Et déjà, pour commencer, il est dit qu'on ne naît pas avec la confiance en soi, mais on l'acquiert avec le temps, par différentes expériences. Et toi, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou comment ça s'est passé? Non, vraiment pas. En fait, je pense que honnêtement, déjà, il y a une différence à faire entre confiance en soi et estime de soi. C'est vrai que les gens souvent font l'amalgame parce que la confiance en soi, bon, je me forme toujours, mais de ce que j'ai compris, on va dire qu'on acquiert de la confiance en soi par rapport à nos expériences de vie. Donc, par exemple, on va avoir confiance en soi mais il y a des personnes qui font confiance dans les expériences, par exemple, professionnelles. Ils savent qu'ils assurent à ce niveau, alors que l'estime de soi, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment ta valeur, en fait, avant tout ça, en gros, qui tu es avant. Voilà. Et du coup, après, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le proverbe qui dit qu'on ne naît pas. Je pense que quand même, en vrai, quand je prends, par exemple, ma petite sœur, j'ai une petite sœur qui a 4 ans, quand je la vois, je pense vraiment que quand tu nais au début, que tu n'as pas encore eu de blessures et autres, tu es toi en fait et tu n'as pas forcément de manque de confiance. Je veux dire, aujourd'hui, les femmes, surtout de nos jours, peuvent avoir des manques d'estime ou de confiance par rapport, je prends un exemple, soit au physique par exemple, directement, oui, il y a un type de physique qu'on va préférer à d'autres. Mais en général, quand tu es enfant, tu sais pas, tu vois, tu fais pas la différence, tu nais et tu sais pas forcément. Exact. Et si tu es né dans une famille où vraiment il y a un bon cocon familial, parce que l'environnement est hyper important, tu arrives à avoir une bonne estime de toi. Et c'est là où je pense que le plus important, où des fois on perd notre estime, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les schémas de famille sont très dysfonctionnels, malheureusement. C'est rare de voir, on est complètement d'accord, c'est rare de voir des familles où tu vois, c'est vraiment stable Ça existe d'ailleurs, et je trouve que les personnes qui ont une bonne estime d'elles, quand des fois tu leur demandes mais comment ça se fait que tu as une bonne estime, ils vont te dire oui mais moi chez moi on m'a toujours dit que j'avais de la valeur. Après, je pense que personne n'a une estime à 100% parce qu'à un moment tu es confronté aux réalités et puis c'est aussi le témoignage et l'histoire de tout le monde. C'est rare d'avoir des parcours lisses et j'ai envie de dire encore heureux parce qu'au moins ça permet d'avoir des témoignages de comment ils se sont reconstruits. Mais c'est vraiment pour moi donc le cadre de la famille, le premier cadre. Et après, des fois, tu peux avoir un bon environnement à la maison, mais tu sors à l'école, directement, tu vas être confronté aussi à d'autres réalités. Donc, c'est les expériences finalement de vie, l'entourage qui brisent ta confiance, ton estime même de toi. Moi, justement, ça a été mon cas pour revenir Donc, si je fais un peu l'amalgame, donc estime de soi, c'est vraiment notre valeur à nous, ce que nous sommes. Dans l'estime, je te coupe juste dans l'estime de soi, justement, comme tu parlais tout à l'heure de beauté émotionnelle, j'aurai l'occasion d'en parler. Bon, ça ne vient pas de moi parce que moi, je me renseigne beaucoup. C'est une sociologue qui s'est spécialisée dans tout ce qui est beauté, la beauté de la femme, donc autant interne qu'extérieure. Et du coup, elle nous disait qu'en cours de sociologie, l'estime de soi, en fait, c'est qualifié donc, par 3 questions que tu dois pouvoir répondre, qui sont combien je m'aime, combien tu m'aimes, qui je suis, et est-ce que ma valeur est reconnue par les autres. Donc tu vois, c'est vraiment beaucoup plus profond. Et du coup, tout part par l'identité, en fait, qui tu es et quelle est ta mission de vie pour pouvoir, en fait, finalement avoir cet impact. Donc, je ne sais plus ce que tu disais. Oui, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que, bon, on reviendra, on nous dit souvent qu'il ne faut pas attendre des autres, il ne faut pas de la reconnaissance, etc. Mais on en parlera. Du coup, par rapport à ton histoire, est-ce que toi, du coup,
Est-ce que tu as toujours eu une estime de toi et une confiance en toi depuis le bas âge ou pas? Je sais que quand moi je suis née, de mémoire, quand j'ai fait mon processus de guérison, j'ai toujours été, déjà j'étais hyper joviale, comme maintenant. J'ai toujours été comme ça, très spontanée. Et à l'âge de 3 ans, il y a eu 2 événements. Bon, il y a un des événements que je préfère ne pas en parler parce que ça n'engage pas que moi. Mais sinon, c'est un peu le même style. Et le deuxième, c'est que quand mon petit frère est né, donc à sa naissance, j'avais 3 ans et demi. Donc moi, j'ai toujours été, j'étais fille unique jusqu'à là et j'étais vraiment la fille de ses parents, tu vois, très choyée, très, tout le monde venait me voir, tout le monde me disait, elle est trop belle, etc. C'est en tout cas, je me rappelle encore, pourtant j'étais toute petite. Et quand mon frère est né, donc, moi, je vivais en Côte d'Ivoire, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en Afrique, on a des aides à la maison. En fait, c'est très facile, c'est pas comme ici, ça coûte pas très cher. Donc, il y avait des nounous. Et ces nounous, en gros, elles nous gardaient donc, quand mes parents n'étaient pas là. Et le truc, c'est que j'ai vécu vraiment un choc émotionnel parce qu'elles ont commencé directement à me comparer à mon frère, mais en me rejetant. En gros, j'avais 3 ans, je me rappelle, ça c'est le deuxième événement. J'avais 3 ans et j'allais dans la cuisine. J'ai encore la scène alors que j'ai 28 ans aujourd'hui dans ma tête. Donc comme quoi les blessures peuvent vraiment marquer et il ne faut vraiment pas négliger. Et quand j'ouvre donc j'allais leur demander quelque chose. Et quand je leur demande, elles m'ont dit on ne veut pas de toi, tu es vilaine, tu es laide, regarde ta tête, tu n'es pas jolie, c'est vraiment ton petit frère, notre chéri, etc. Seulement que toi, tu as 3 ans, donc ça m'a vraiment marqué en fait, vraiment. Mais je n'avais pas conscience que ça m'avait marqué. Je me rappelle juste que je me suis retournée, je suis allée dans ma chambre, j'ai dû pleurer. Et elles m'ont menacé aussi de ne pas dire à mes parents. Wow. C'était ça je me rappelle encore. Donc en gros, et ça entre autres, je ne me rappelle plus de tous les détails, mais je sais qu'elles étaient vraiment pas agréables avec nous, elles n'étaient pas gentilles, et c'était souvent quelque part des violences morales en fait, émotionnelles. Et en tant qu'enfant de 3 ans et demi, on te dit de ne pas dire à tes parents, sinon on va te frapper ou on va te faire ça, toi tu ne le fais pas naturellement. Du coup, à un moment, les parents ils se sont rendus compte que j'avais changé, parce que quand tu connais ton enfant et tu vois qu'il y a un changement de comportement, tu poses des questions. Il me semble même que comment mes parents ont su, il me semble qu'ils ont fini par mettre une caméra dans la maison, en fait, cachée. Ouais, c'était vraiment, et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose. Mais quel est le comportement que tu as commencé à adopter en fait pour te montrer tellement les blessures émotionnelles sont liées au physique, d'ailleurs je suis tombée malade. Pendant 2 mois, ma mère me dit qu'elle m'envoyait chez le médecin. Pendant 2 mois, je vomissais et je faisais genre des fièvres de 40 degrés. Et j'avais 4 ans. Et tu sais, en Afrique, on pense que le paludisme, tu connais. Donc forcément, au début, tu te dis c'est le palu. Mais le médecin fait toutes les analyses et il me dit non, c'est pas le palu. Il a dit à mes parents. Lui, il a dit forcément, elle est jalouse. En fait, elle n'a pas bien vécu l'arrivée de son frère et que peut-être qu'il faut plus la préparer à ce niveau-là. Mais c'est juste que ça a duré quand même 2 mois. Et c'est là où tu vois l'impact du corps. Que le corps est vraiment rattaché en fait au niveau de nos émotions. Voilà, esprit, émotions et autres. Parce que c'était vraiment comme ça pendant 2 mois où ma mère dit c'était vomissement, etc. Donc, à un moment, bien sûr, ça a cessé, mais la blessure était déjà là. Wow. Donc, c'est-à-dire que j'ai grandi avec cette blessure et au final, au fil du temps, qui s'est juste aggravée par d'autres situations parce qu'il y avait déjà la plaie du rejet. C'était ça. Et j'ai même vu des psychologues. Ma mère m'a envoyé chez des psys quand j'étais petite. Je me rappelle, à 7 ans, 8 ans, bon, les psys, je ne parlais pas tout simplement. En gros, je ne parlais pas. Donc, tu me mettais devant un psy, il demandait qu'est-ce qu'il y avait, je ne disais rien. Donc, tu étais métiste, en fait. En fait, ce qui s'est produit après, donc ça, c'est que ma personnalité hyper joviale, hyper spontanée, hyper souriante, ça a été tout l'opposé. C'est-à-dire que je suis devenue déjà extrêmement timide. Rejet de moi-même, on t'a dit tu es laide et autres, donc je me trouvais plus jolie. Moi petite, je me trouvais très vilaine. C'est quand les gens me disaient tout le temps tu es trop belle et tout, je comprenais pas parce que je me trouvais mais ça fait partie de mon processus, c'est par le mannequinat que j'ai accepté, mais sinon je m'aimais pas. Et également difficultés scolaires parce que il y avait cette timidité. Je pense que vraiment mon niveau, pour le coup mon estime et donc ma confiance a été brisée à ce niveau-là, mais t'en as pas conscience et même mes parents n'avaient pas conscience que c'était cet événement-là qui avait brisé tout ça. Donc ça a été pendant toute mon enfance et surtout la timidité. Parce que la timidité finalement ce qui se cache, d'ailleurs je peux parler donc les paroles valorisantes sont aussi importantes pour la construction d'un enfant, quand l'enfant grandit, le fait de lui dire voilà t'es belle, l'encourager, et c'est très important. En plus surtout moi c'est mon langage, après je sais pas mais j'ai compris avec le temps tu comprends que c'est ton langage d'amour et du coup ça en fait elle avait sémé une semence en toi qui a produit en toi le rejet de toi-même. Ça a été vraiment un fort rejet et surtout la timidité. Quand par exemple on prend la parole, quand la parole nous dit on n'a pas reçu un esprit de timidité, c'est vraiment ça parce que l'esprit de timidité il te fait, tu as honte, tu te rejettes toi-même et j'ai commencé à avoir pas d'audace alors que de base je suis quelqu'un d'audacieux, mais très vraiment peur et puis beaucoup de honte de moi-même quoi. Je me disais que je n'étais pas capable de tout et ça a été déjà toute l'enfance ça a été ça, mais tellement j'étais timide, ma mère me dit que quand on sortait ensemble et qu'on me demandait mon prénom
j'étais pas capable de dire à l'extérieur que je m'appelle Cindy. En fait, elle me dit, je me rappelle encore, il y a des scènes, elle, en tant que mère, elle essaie de comprendre ce qui est normal, mais elle me dit, mais je comprends pas à la maison. Par contre, à la maison, j'étais moi, mais dès que tu me sortais de ce cocon et que je me trouvais à l'extérieur, impossible. Je pouvais même pas dire, et j'ai des scènes où je pouvais même pas dire mon prénom et elle comprenait pas. Donc, pour mon enfance, ça a été ça, où ça a changé. L'autre conséquence, c'est qu'arrivé à l'adolescence, donc en seconde, là, par contre, tu commences à t'affirmer. Tu commences, mais seulement que quand tu es blessé, tu t'affirmes mal. C'est ça le truc. En fait, ouais, quand il touche à la plaie, tu t'affirmes mal, tu exploses. Et voilà, tu as dit le mot, j'explosais. C'est-à-dire que moi, j'étais... Donc, de la timidité, je suis passée à la colère extrême. Donc, tu es passée impulsive. Ouais, j'étais impulsive. Oui, tu as dit le terme. J'étais tellement impulsive, tellement colérique. C'est-à-dire, et comme... Dès qu'on me faisait du mal, pour me défendre, ma seule arme de défense, c'est je vais te montrer que je suis colérique et que moi, en fait, je me fais... C'était vraiment limite, j'aimais ma colère. C'est ça qui est dangereux, c'est que limite, j'aimais ma colère parce que je me disais, les gens voient au moins que je suis forte, alors qu'en vrai, dans le fond, je suis la fille la plus sensible. J'ai vraiment une sensibilité, mais... Et tu sais, souvent, quand tu as cette colère, je pourrais péter les plombs, mais vraiment démesurés. Mais après, quand je me... Et tu disais les vérités, les 4 vérités aux gens, et après ça j'ai passait pas. toujours eu ce... Bon, ça, je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été très franche. Mais à l'époque, je n'avais pas de sagesse. Du coup, je disais sans filtre. Et c'est pas bon non plus. Donc, même si c'était des fois la vérité, je blessais parce que je ne le disais pas bien. Et le pire, c'est que je disais des choses, des fois même... Ça m'arrivait de dire aussi des choses que je ne pensais pas. Donc, pour montrer que la colère aussi te fait dire des choses, des fois, que tu ne penses pas. Mais après, quand moi, je me retrouvais seule, je pleurais. Parce que quand tu reviens à ton toi, ton vrai toi, parce que tu as toujours des moments où tu reviens quand même à toi. Quand je revenais à mon vrai moi, mais c'est pas moi en fait. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et là, tu pleures et c'est la culpabilité, ensuite tu arrives. Donc, c'est vraiment un cercle infernal de colère, culpabilité, et tu te joues une apparence en fait devant les autres, même si eux ils le savent pas, c'est inconscient. Alors qu'en vrai, mais après, est-ce que j'avais conscience que je souffrais? Non, pas forcément. Donc, ouais, c'était une colère qui n'était pas exprimée due à une blessure et du coup, tu l'exprimais mal. Et même l'entourage aussi ne comprenait pas forcément. Ça. Je sais que ce qui a été... Est-ce que quelque part, tu n'en voulais pas à la nounou ou ces paroles-là n'avaient pas un impact? Est-ce que ton attitude vis-à-vis d'elle quand tu étais enfant, est-ce que c'est quelqu'un que tu appréciais forcément ou... Franchement, de ce côté, même maintenant, j'ai plus de news d'elle. Je ne sais même pas où elle est, donc c'est assez flou. Honnêtement, non. Elle en particulier, je pense que non, parce qu'il y en avait une autre quand j'étais petite où elle, ça se passait très 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 bien. Après, c'est pas que elle, tu vois, l'origine, comme je dis, je ne peux pas tout dire, mais bien sûr, c'est pas que elle, mais je veux dire toutes les parties. Mais est-ce que, par exemple, même quand elle t'a dit ça, tu ressentais, je veux dire, quand même, on est enfant, on ressent des émotions. Est-ce que tu ressentais quand même de l'amour vis-à-vis d'elle ou il y a eu quand même un moment où tu t'es dit, mais cette femme, enfin, pas que je la déteste, mais où tu veux plus la sentir en fait? Et tu vois que même tu me dis ça, j'ai oublié. Donc, je pense que même je suis tellement tombée dans un déni profond que, ou alors j'ai fait en sorte que, peut-être Dieu a préservé mon cœur et j'ai pas eu de rancœur, mais je me rappelle plus que je lui en ai voulu. Après ça, c'est quelque chose que moi j'arrive à pardonner grâce à Dieu, mais je dis j'arrive à vite passer, donc je me rappelle plus honnêtement de ce côté. Je sais juste que par la suite forcément elle a arrêté de travailler chez nous et puis basta. Mais le mal était déjà fait par rapport à la blessure entre autres. Comme dit, c'est pas que elle, mais le mal était déjà fait et ça s'est construit jusqu'à... Et je peux dire même que où j'ai eu le gros déclic, c'est en 2018. Hein. Ah ouais. Donc c'est quand même récent, c'est en 2010, fin 2017, en décembre 2017 exactement, où là, en fait à la maison, même pour parler même de l'environnement, à la maison, vu que j'ai une forte personnalité, même par rapport aux enfants de ma mère, je suis celle qui a la plus grosse personnalité, je suis l'aînée. Et seulement, c'est dommage à dire, mais en Afrique, ce genre de personnalités ne sont pas appréciées tout le temps. Tu vois, si tu es une femme, il faut être douce. Après, ça ne veut pas dire que je suis brute, mais tu sais, quand tu as quelqu'un qui de base aime affirmer tes positions et dire c'est pas apprécié. Et c'est vrai qu'avec ma mère, je l'aime et tout, mais par moments, elle ne s'en rendait pas compte, mais ça me blessait en fait. Genre, elle n'acceptait pas en fait que je sois comme ça, tout simplement. Elle n'acceptait tout simplement pas. Et du coup, moi, ça me faisait hyper mal. Et je sais qu'une fois, bon, ils n'avaient pas apprécié, pas que elle, mais en tout cas, ils n'avaient pas apprécié un comportement que j'avais eu alors que c'était juste moi. Et j'ai eu droit à un règlement de compte, genre tu es comme ci, tu es comme ça. Ils se sont tous assis là comme ça et tu vois, on te pointe du doigt, c'est toi le problème. Seulement que déjà dans ma tête, moi j'étais en train de prier parce que comme je suis colérique, mon cœur il battait et j'avais les oreilles qui chauffaient. Et en général, quand ça c'est comme ça là, c'est que non là. Et du coup, moi je priais parce que je voulais tellement pas qu'il y ait ce règlement de compte là cette soirée que j'ai dit non. Ah oui, je me rappelle. Du coup, je vais raconter. En gros, c'était suite pour te montrer que c'est une question de personnalité. Comme je t'ai dit que je suis hyper sensible. Il y avait eu des invités avec mon frère, en tout cas, on s'était, tu sais, les enfants, on s'était un peu chamaillés. Et puis bon, il avait poussé et j'avais pleuré. Parce que voilà, et ma mère n'a pas compris pourquoi j'ai pleuré. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas retenir en fait mes larmes, en fait, je suis comme ça, tu vois. Et elle m'a dit, oui, tu aurais dû aller te cacher, pas devant les gens. Je dis, je me serais levée pour aller, ça aurait été aussi un problème. Donc, je n'ai pas pu retenir et c'est pour ça qu'on m'a engueulée.
Et c'est ça parce que tu as montré une sensibilité qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris, parce que du coup, Parce que toi, tu étais l'aîné, lui, c'était devant ton petit frère que tu as pleuré. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc j'ai juste montré une sensibilité devant des invités, mais des proches. Mais c'est juste que. En plus, le pire, c'est que je ne voulais pas pleurer, mais quand ça vient, ça t'a touché et puis ça m'a touché. Je ne me rappelle même plus pourquoi. Ouais. Mais c'est que ça. Et du coup, quand ils sont partis, moi, ma mère les a accompagnés et tout. Moi, je suis allée dans ma chambre et je me suis dit. Je savais qu'en fait, il allait avoir quelque chose, mais donc quand ma mère est venue, qu'elle m'a dit, viens tout de suite, on doit parler, je lui ai dit, on peut attendre demain, parce que en fait, je ne voyais pas pourquoi on allait m'engueuler, parce que déjà, j'ai pleuré. Je me suis dit, demain, on en parle, je suis plus calme. Je savais qu'en fait, là, par rapport à ce qu'ils allaient tous dire, donc il y avait tout le monde. Je me rappelle qu'il y avait d'autres personnes, ça allait monter, en fait. Pour le coup, ça allait monter. Mais c'était, non, on en parle forcément ce soir. Ok, donc je priais même. Franchement, je priais, je dis, non, là, il ne faut pas que ce soit ce soir, parce que bon, on ne m'a pas donné le choix. Donc, je suis allée, au début, je les écoutais, mais mon cœur battait tellement parce que c'était, oui, c'est toujours toi qui pleures. Enfin, c'était que des reproches juste pour ce que je suis. Et là, je pense que j'ai eu un excès de colère. Je me suis levée parce que j'en avais marre d'écouter ce qu'il disait. Et j'ai claqué la porte, mais au point où j'ai cassé le poignet. Wow. Faut te dire. Et je ne sais même pas d'où cette force m'est venue. Okay. Donc, en fait... C'est ça qui a été le déclic. Je me suis dit, Cindy, il faut que tu changes. C'est vrai. Et si je peux un peu rebondir, tu as parlé d'estime. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton estime de toi-même, dans ta personnalité, il y a une part de sensibilité. Et du coup, je pense que ce qui t'a frustré, c'est aussi le fait qu'ils ont mis en cause le fait que ta sensibilité, en fait. Tu vois, finalement, qui touche aussi à ma personne. Qui touche aussi à ta personne. Et que c'est légitime sur ce coup-là. C'était légitime de ta part d'exprimer ton émotion. C'est ça. Okay. Et du coup, comme j'ai pas eu... Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui a fait que là, il y a eu cet excès de colère, même si aujourd'hui, je le referais pas et qu'il fallait canaliser, c'était que il n'y avait rien de grave, en guillemets. Je ne me rappelle plus de la source, ou même si c'était quelque chose de mauvais qui avait envoyé ça, il n'y avait pas besoin de m'engueuler juste parce que j'ai pleuré. Et c'est là où... Mais par contre, quand j'ai vu que j'ai été capable par colère de casser finalement une porte, là, je me suis, moi, remise en question. Je me suis dit, par contre, il faut que tu arrives à gérer tes émotions, en fait, voilà, parce que c'est dangereux, en fait, tu arrives à gérer tes émotions. Du coup, bon... La soirée est passée, il n'y a rien eu. Et le lendemain, j'aurais eu droit à la même scène. Parce que forcément, je m'attendais déjà que là, il y a encore un autre règlement le lendemain. Et j'aurais eu droit encore à la même scène. Et là, pour le coup, c'était justifié. C'est là où tu vois qu'il y a vraiment un aspect spirituel. Là, c'était justifié. J'avais rien à dire. J'ai quand même cassé une porte. Donc, j'ai eu droit à tout ce que j'avais fait depuis petite. Tout ce qu'ils n'aimaient pas et tout. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai voulu... Où je pense que même inconsciemment, j'ai voulu parler pour dire, mais vous êtes tout le temps en train de me reprocher des choses. Mais pourtant, depuis petite, en gros, je suis la rejetée, etc. Et c'est là où tu vois que des fois, les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas non plus leur en vouloir parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le déni. C'est-à-dire que quand j'ai voulu m'exprimer, c'est comme si je parlais chinois. En fait, je n'exagère pas. C'est comme s'il y avait un filtre. C'est comme si... Toi, tu es partie dans tes souvenirs d'enfance pour dire réellement ce que tu ressentais. Parce qu'à l'époque, quand tu étais petite, pour qu'on puisse un peu comprendre, c'est que en fait, quand tu étais petite, tu exprimais pas, malgré qu'être amenée chez les psys, etc. C'était la première fois, ils avaient quand même... Et là, du coup, tu voulais exprimer, dire le pourquoi, et pour eux, ça paraissait... Mais en fait, moi-même, je savais pas, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore même consacrée en fait, au Seigneur et tout, mais genre, déjà, il commençait à me parler, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Donc, c'est ta foi qui t'a permis de savoir un peu, de mettre le doigt sur tes blessures? C'est ma foi qui a guéri complètement, oui, complètement. Et là, comme je dis, j'étais pas encore à fond. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas moi, parce que je sais même pas ce jour-là pourquoi j'ai dit ça. Si c'est pas le Seigneur même qui m'a utilisé, et j'ai dit ça moi-même, j'ai pas compris, et eux encore moins. Donc, tu as dit que c'était dû à... En fait, je criais, en fait. Là, c'était sous les larmes. En fait, je disais, c'est toujours moi le problème. Mais depuis petite, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, vous savez. Mais c'est comme si, tu vois, tu es en train de dire des émotions, on te regarde du genre... mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois, genre, je pense que c'est pas de leur faute, mais des fois même l'entourage, et ça j'ai envie de dire parce que je parle aujourd'hui du coup énormément avec de jeunes femmes qui sont blessées, et justement je parlais cette semaine avec une petite là que j'accompagne, et elle me disait, mais tu sais Cindy, les blessures de l'âme, des fois tu veux guérir, mais quand tu en parles à tes parents, surtout en Afrique, c'est une Ivoirienne aussi, elle me dit, c'est moi j'en ai parlé à ma mère, elle m'a répondu, arrête de faire la fille qui souffre, tu veux trop te jouer la victime, t'as tout eu, on t'a tout donné l'argent, et c'est vrai, en fait, ils vont tout le temps te dire ça. Moi aussi, j'ai entendu ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas l'argent qui fait qu'une personne est heureuse. Ce n'est pas parce que tu es allé dans les meilleures universités, les meilleures écoles que tu es heureuse. Là, on parle d'émotion, de quelque chose de profond, plus profond. Sinon, les stars. Pourquoi aujourd'hui, les plus grandes stars de certaines, on apprend à se suicide. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais elle avait tout. Pour montrer que ce n'est pas ça qui fait que la personne se sent bien ou pas. Et souvent, c'est difficile pour les enfants d'en parler aux parents, de toute façon, ils ne comprennent pas. En tout cas, surtout dans nos cultures africaines. Et là, ils n'ont pas compris. Donc, sur le coup, moi, j'ai fait quoi? Je suis tombée encore dans la culpabilité. Après, je ne dirais pas africaine, je pense que... Non, c'est pour ça que je dis surtout. Sinon, c'est partout. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, ce qui me revient, moi, c'est vraiment une cible que j'ai. C'est qu'on n'accepte pas les émotions, tu vois. Et je dis pourquoi je précise africain, parce qu'ils vont te dire c'est des trucs de blanc.
Moi, c'est ce que tu vois, on a dit à mon ami, te le disent. Par exemple, la dépression, c'est des trucs de blanc. C'est pour ça que je précise. Sinon, bien sûr, oui, ça existe Donc, aussi. d'où pourquoi aussi, j'aimerais juste rajouter, Voilà. c'est pour ça que nous, femmes d'impact, on est là, parce qu'on C'est bien, prône en fait justement. le fait d'écouter, l'écoute, le suivi, l'accompagnement, la thérapie, quelque chose que, voilà, je sais que dans le corps du Christ, ils n'acceptent pas, aller voir un psy, etc. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est important. Tu vois, autant toi, ta foi, ça t'a aidé, mais je pense aussi le fait que tu as extériorisé, même si tu n'étais pas compris sur le coup, mais le fait que tu as mis des mots sur tes mots, je pense que ça t'a libéré d'un poids. Ah oui, complètement, oui. Ah non, mais après, c'est vrai que justement, là, il y a toi et puis il y a même une autre plateforme, Kingdom Girl, c'est une Congolaise aussi, c'est des Africains. Mais justement, elle me disait, quand elle me partageait son témoignage, ce qui revient, c'est que souvent, il y a eu un manque où tu n'es pas forcément comprise de la famille, donc tu te décides de faire ça. Non. Après, même en Europe, hein, je m'explique là, même en Europe, parce que je ne veux pas choquer, ça existe. Mais c'est vrai que moi, je parle d'un vécu parce que c'est vraiment en Afrique, des retours que j'ai et par mon vécu que je vois ça. Mais sinon, j'ai envie de dire, mon père est français et c'est vrai que mon père aussi, c'est la même chose. Il ne comprenait pas forcément. Donc, il y a des personnalités aussi qui ne comprennent pas. Donc, voilà. Donc, c'était donc, ça. les parents, les proches, qu'on doit être ouverts, en fait, à avoir cette oreille attentive, en fait. Après, c'est vrai que des fois aussi, tu ne comprends pas. Mais comme tu as dit, bon, après, ma mère a quand même fait, elle a vu qu'il y avait un problème, si elle m'a envoyé vers des psys. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'elle avait compris. Mais peut-être que le plus profond, elle ne comprenait pas peut-être la conséquence par rapport... Et que cela a eu dans ta vie, en fait. Ça peut être compréhensible. Du coup, elle s'est dit, elle a grandi. Pour elle, tu n'étais pas ça autre chose. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, c'est pour ça que je lui en veux pas et que des fois, il faut vivre aussi la situation pour pouvoir comprendre la personne, tout simplement. Exactement. Donc, on peut compatir, mais c'est vivre. Voilà. On peut comprendre et compatir, ça vient vraiment... C'est ça. Donc vraiment, c'était, en vrai, oui, où il y a eu des manques d'estime, pour moi, c'est lié du coup à ma personne complètement en fait. Ma personne, qui j'étais, mon caractère, et au fond, je savais que c'était pas moi. Le truc, c'est que souvent, tu sais que c'est pas toi. Je savais que c'était pas moi, que c'était des carapaces que je m'étais mise de protection pour ne pas qu'on me fasse mal. Donc je me disais, je me mets une carapace, je me blinde, parce que au moins comme ça, on me fait pas mal. Mais à un moment, la réalité te rattrape. Donc tu ne montrais pas non plus cette partie gentille de toi? Si, après, justement, mes amis, elles m'ont dit un truc à l'époque qui m'avait marqué, c'est que mes amis me trouvaient hyper adorable, mais si par exemple on ne s'entendait pas et qu'on se prenait la tête, j'entrais dans une colère tellement noire qu'elle ne me reconnaissait pas. J'ai une amie un jour qui m'a dit, ça m'avait marqué, elle m'a dit, t'es hyper adorable, mais quand tu t'énerves, en fait j'ai l'impression que c'est une autre fille. J'ai l'impression de voir une autre Cindy, alors qu'en vrai tu es hyper adorable, tu es hyper amour, tu as un bon cœur, mais quand tu rentres dans tes colères, on ne te reconnaît pas. Et en fait, c'est tout mis à bout que tu sais que même les gens voient, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et surtout que des fois, si j'avais des réactions démesurées pour rien, pour des choses qu'aujourd'hui, je me demande, mais pourquoi? Et c'est là tu vois, que j'avais vraiment tout lié à ma valeur. Je ne me rappelle plus, mais avec du recul, je me dis, mais comment tu pouvais entrer dans des colères pour des choses si futiles, en fait? C'est surtout ça, des choses inutiles. Et tu sais, Cindy, quand j'écoute son histoire, je me dis que par moments, on a des colères, on a des blessures qui sont tellement enfouies dont on ne se rappelle pas. Et c'est seulement quand on est face à certaines situations que ces blessures-là, on dit que c'est là qu'elles s'expriment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. C'est par exemple, je donne un exemple bête, une femme qui a souffert de la blessure de la trahison. Elle s'est fait tromper, tu vois. Et là, elle rentre dans une nouvelle relation. Il suffit juste que, par exemple, qu'elle voit son mari qui lui avait dit « je rentre à 20h » et que le mari, il est en bas et que là, à 19h55, il parle avec une autre fille. Directement, cette blessure de la trahison va se réveiller. Elle va avoir un comportement démesuré si elle n'est pas passée par la restauration. Ah non, mais c'est exactement ça. Par exemple, même, et ça, c'est toute ta vie. Par exemple, dans les choses aussi où j'avais complètement perdu une confiance en moi, c'est que même après, j'ai vécu aussi le syndrome de la jolie fille. C'est-à-dire que dans le sens où dans la société, ça c'est global partout, une jolie fille, on s'attend par exemple qu'elle soit que belle. Tu vois, genre sois belle, mais tais-toi. D'ailleurs, ce proverbe-là le dit bien, sois belle, mais tais-toi. Et le truc, c'est que moi, on m'a tellement complexé que ça. C'était vraiment paradoxal à un moment parce que je ne me trouvais pas jolie, mais comme les gens me trouvaient jolie, ils me disaient que j'étais jolie. Quand j'ai commencé le mannequinat, c'est mon physique qui a fait que j'ai commencé. Du coup, j'avais accepté cette identité de tu es que jolie. C'était inconscient, je ne me rendais pas compte. Et par exemple, là, je suis mariée aujourd'hui, mais c'est même un témoignage. Au fond, je ne voulais pas me marier. Je disais que non, moi, pas avant 30 ans, indépendante ou mal. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au Seigneur qui m'a fait comprendre que ton délire de ne pas te marier, c'est pas que tu vas être indépendante, c'est que tu as des insécurités par rapport à ton rôle de femme et ta condition de femme dans le mariage. Je peux te checker? Non, parce que, tu dis des vraies choses? Parce qu'on m'a tellement blessée que oui. Et puis au début, moi, je ne vais pas mentir en fait. Genre, je sais préparer et tout, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, petite, quand je voulais apprendre à préparer, là aussi, j'ai été rejetée. Je me rappelle encore, c'est là où tu vois, il y a des scènes qui te marquent, où
tu arrives dans la cuisine déjà, sors, on veut pas de toi, genre déjà, il y a les aides. Et une fois, je me rappelle qu'une de mes tatas m'a vraiment fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'avais décidé, tu savais, à 11 ans, là, je dis, je vais faire le riz gras avec elle. En fait, elle m'a ignorée, elle m'a laissé faire seule et le riz était cramé. J'avais quand même 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis mariée. Dieu me restaure encore. C'est-à-dire que même des fois, même mon mari me le dit, tu n'as pas besoin en fait que je te valide. Il me le dit, c'est inconscient. Et du coup, ça m'a fait penser à ce que tu disais pour la trahison. Parce que si j'avais préparé pour lui, ou si je fais le ménage et tout, je sais que je l'ai bien fait, mais c'est comme si j'attends sa validation. C'est inconscient. Et ça, je le dis parce qu'on a un cœur ouvert, parce que je suis même là de ce côté, dans le processus de guérison, où c'est inconscient, j'ai besoin qu'il me valide automatiquement. Et du coup, lui... Mais attends, stop, Cindy. La validation vient d'où? Vient du passé par rapport quand tu avais cramé le riz? Non, par rapport au fait qu'on m'a toujours fait comprendre que... tu étais bonne qu'à l'âge de belle. D'accord, ok. Parce que les seules fois où, par exemple, peut-être j'ai essayé petite de faire à manger ou que j'ai essayé, peut-être t'as loupé un truc, bon, ça arrive, tu vois, t'as pas fait le parfaitement et qu'on s'est moqué de toi. Des choses comme ça. En plus, chez moi, on aime se moquer. C'est pas méchant, mais c'est une famille de moqueurs, mais seulement que moi, ça me blessait personnellement. Je dis combien de fois... Chez nous aussi, on est un peu taquin, mais c'est pas méchant. Mais en fait, finalement, ça blesse. Quand la parole parle des moqueries, ça blesse. Parce que moi, je me retrouve que des fois, je me suis retrouvée... Personne ne savait, hein, je ne montrais pas mes émotions. Donc, je me retrouvais dans ma chambre à pleurer. Et je redescendais après. Donc, personne ne savait que j'avais pleuré. Mais c'était des choses que même aujourd'hui, quand je dis mon mari, à chaque fois, il fait exprès de ne pas me valider parce que il travaille aussi cette blessure, mais automatiquement, si j'ai fait quelque chose qui ne m'a pas dit soit c'est bon ou que c'est pas bien, moi je me remets en question. Genre, et il y a toutes ces voix qui viennent, est-ce que tu as bien fait? Alors que oui, des fois j'ai bien fait et ça prend toute une vie, enfin ça prend tout un processus en fait. Et ça c'est lié à ton estime en vrai, c'est pas que la confiance, c'est vraiment lié à ton estime ou même j'avais aussi peur de... Des fois il y a des choses que je savais faire mais je n'osais pas faire. Oui, du coup, Cindy, tu as parlé tout à l'heure par rapport au mariage, que toi, tu ne voulais pas forcément te marier. Et Dieu, du coup, parce que tu étais de confession chrétienne, il a mis l'accent sur certaines choses. Est-ce que tu peux un peu me redire, parce que je trouvais cette partie très pertinente? Tout simplement, moi, j'étais la fille... vraiment, c'était dans ma tête carrière avant tout. Justement, quand j'ai commencé le mannequinat. Après, je sais que justement, j'ai le type de profil carriériste, mais je veux dire, ça n'empêche pas d'être mariée en vrai, même si la société nous fait croire le contraire. Donc moi, dans ma tête, c'était ma carrière, je perce, j'évolue. Et puis après, on verra occasionnellement pour le mariage. Je me disais, minimum pas avant 30 ans, sachant que j'ai 28 ans, je me suis mariée à 27 ans, mais je disais, pas avant minimum 30 ans, je vais me marier. Ma carrière, vraiment, je camouflais mes insécurités par des histoires d'indépendante woman, tu vois, genre la fille accomplie qui a besoin d'aucun homme. Alors, et c'est vraiment, donc moi du coup par ma foi, quand j'ai donné ma vie à Christ et que la saison de mariage est arrivée, pour te dire même là, même un moment tu es face à tes insécurités parce que quand j'ai compris que j'allais me marier, j'avais juste peur de, Seigneur, moi je vais devoir tenir une maison. Et c'est là le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu as peur? Et c'est là, dans le processus de guérison, il m'a fait comprendre qu'en gros, si tu ne voulais pas te marier, c'était pas qu'en gros, tu es que carriériste ou que tu vas attendre 30 ans. C'est juste que tu avais tellement peur de ton rôle d'épouse à la maison. Je parle bien à la maison, c'est-à-dire tout ce qui concerne prendre soin de la maison, faire à manger, toutes les insécurités que tu as pu vivre, le fait que tu penses que tu n'es pas capable, que tu penses que tu ne sers qu'à être belle. C'est pour ça, en vrai, que tu te camouflais derrière des independent women. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des fois, je vois certaines... Après, c'est pas tout comme mon témoignage, oui, c'est pas tout, c'est ça, je nuance. Après, moi, je rejoins un peu ce que tu as dit. Bon, je pense que certains... J'écoute beaucoup les témoignages des autres, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler de mon témoignage. Mais comme on est dans les confidences, je rejoins un peu ce que tu dis, cacher ses insécurités émotionnelles. Par exemple, moi, dans mon cas à moi, j'ai constaté ça avec un ami. Par exemple, je me rappelle, l'ami est venu déposer quelque chose, il était bien habillé, etc., apprêté. Et directement, j'ai dit, mais tu vas où comme ça? Je viens avec toi. Il me fait, mais non, Divine, tu n'as nulle part, tu restes. J'ai fait, bah non, je veux venir avec toi. Et au fond de moi, quelque chose m'a dit, tu sais, c'est parce que cette blessure de la trahison, parce que tu avais confiance à cette personne-là, on va dire à l'ex en question, tu avais confiance en lui et tu te disais, voilà, tu fais pleinement confiance et voir que cette personne est partie avec une autre fille, tu te dis, en fait, au final, même ton ami, tu as l'impression que, ouais, pourquoi il se fait beau comme ça? Il veut voir qui, en fait? En gros, c'est que pour toi. Enfin, tu as un peu ce côté où tu as l'impression que tu vas perdre ton ami, tu vas perdre la complicité, tu as l'impression qu'il va retrouver quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pour ça que je rejoins que des fois, on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas être confronté à nos propres insécurités. Ah non, oui, c'était ça, exactement. Et peut-être là, si je ne veux peut-être pas être en couple, parce que je me dis, il y a encore cette, on va dire, cette blessure de la trahison qui est encore en phase de restauration, mais qui peut par moment être là, tu vois. Oui. Ah non, mais c'est et ça peut traduire après par des jalousies excessives, des choses comme ça, si cela n'est pas soigné. C'est pour ça que je disais que c'était face à ta sécurité, puisque aujourd'hui, je suis dans mon rôle, il n'y a pas de souci, mais
il y a par exemple, des fois, comme je te dis, j'attends toujours sa validation pour certaines choses parce qu'il y a eu telle blessure. Donc, c'est vraiment là où mais c'était vraiment avant le mariage que Dieu m'a vraiment fait comprendre que c'était pas que tu veux pas te marier, que c'était des insécurités. Et c'est pour ça que je dis, bon, après, il y a vraiment des femmes qui sont vraiment dans cette dynamique, c'est pas des insécurités, mais elles veulent pas forcément être en relation. Mais moi, je m'adresse vraiment aux femmes, et ça, c'est vraiment une conviction que j'ai eue, que beaucoup aussi se cachent derrière cette excuse, mais parce que ça cache des blessures, pas forcément la même que moi, mais que ça peut être comme toi, elles ont été trahies par un homme, etc. Et elles vont se dire, bah, finalement, j'ai envie d'être toute seule. Alors que non, si tu prends le temps de travailler, tu vois que c'est juste pour se compléter, il va pas te dominer, mais vous vous complétez simplement, quoi. Excellent. Donc, et du coup, si on doit un petit peu rentrer dans ton histoire maintenant par rapport au mannequinat, parce que je pense que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi grâce à la photographie, enfin au mannequinat et à ta foi que tu as gagné du coup en estime de toi-même et en confiance en toi, parce que poser devant la caméra, c'est pas donné, inné. C'est pas inné. Pour certains, c'est inné. Pour moi, c'était pas inné. C'était pas le cas. Et parce que même, je crois que quand on a discuté en privé, tu as même eu à me dire que ça s'est même vu au début dans tes photos, etc., tes blessures. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus aujourd'hui? Mais vraiment, comme je dis, bon, du coup, moi, vraiment, j'arrive pas à dissocier le mannequinat sans la foi, parce que je dis souvent que Jésus s'est révélé à moi par le mannequinat. Okay. Vraiment, il a utilisé le moyen de la photo parce que j'ai jamais voulu être mannequin. C'est ça le pire, c'est que même si on me disait j'étais jolie, moi je voulais pas être mannequin. J'avais envie de faire du sport-études. Vraiment, et je faisais de l'athlétisme à l'époque. J'étais même plutôt douée, je faisais les championnats de France, etc. C'est là-bas même d'ailleurs que je pense que toute mon énergie, là, je l'exprimais. Donc moi, je voulais faire de l'athlétisme. Seulement que j'ai été repérée en 2012 par, et ça c'est vraiment Dieu quand il fait ces choses, par une ambassadrice de L'Oréal. Donc mon premier shooting a été pour L'Oréal, justement, pour les cheveux, pour une gamme pour les Antilles. D'accord. Donc moi, j'ai accepté le shooting, mais j'ai accepté sans ambition d'évolution. C'est un shooting, c'était bien payé. C'était sur Paris, à l'époque, j'étais sur Bordeaux. Je dis, ok, c'est sympa, je le fais. Quand les photos sont sorties, j'ai eu plein de retours, en fait, de retours positifs. Les gens aimaient des propositions. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, comme je dis, mes premiers shoots, en fait, quand tu me regardes sur la photo, tu vois, même avant, non, je crois qu'avant L'Oréal, ou non, après L'Oréal, du coup, je me suis dit, je vais investir. J'ai fait un shooting, mais là, parce que L'Oréal, encore, c'est les cheveux, donc il n'y a rien à faire à part montrer tes cheveux. Mais quand je me suis, moi, j'ai fait un vrai shooting et on m'a mis face à la caméra, vas-y, pause, c'était catastrophique. C'est-à-dire que je savais, si tu vois les photos, c'est du genre, hier même je les montrais parce que j'ai organisé un workshop et je parlais de tout ça. Et j'ai même dit aux filles, dites, je suis prête à tout. Quand vous me regardez la photo de 2012, là, vous voyez une fille comment? Elles m'ont dit, tu as l'air perdue, on a l'impression que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas qui tu es. Et c'était exactement ça. C'est-à-dire que le don de photogénie était là, parce qu'un don, c'est un don. Quand Dieu te donne, il te donne, à toi de le travailler. Donc effectivement, j'étais très photogénique. C'est ce qui m'a fait que même la photographe m'a dit, tu n'arrives pas à poser, il faut vraiment que tu prennes confiance en toi, que tu te mettes devant le miroir. Mais par contre, elle m'a dit, tu as vraiment un potentiel de folie. Peut-être que tu ne réalises pas, mais regarde comment tu es photogénique, regarde comment tu es belle. Et donc, c'est au fur et à mesure, tu vois, moi, j'ai pris... Et je pense que Dieu a utilisé ces personnes pour déjà me redonner confiance et puis me lancer dans ma destinée sans que moi, je sache. Et c'est juste que petit à petit, moi, j'ai continué en fait à faire des photos avec amateurs, avec différents photographes. Mais c'était une thérapie. C'était vraiment une thérapie pour moi parce qu'à chaque fois que je posais, j'ai commencé à mettre toutes les émotions que je ne pouvais pas dire verbalement au travers, donc soit mes regards, soit la mise en beauté. Parce que finalement, tu joues un rôle quand tu es mannequin des fois, donc en fonction du projet. Et à chaque fois que je me regardais, je voyais l'évolution en fait. Je pouvais m'analyser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une estime de moi. Et même aujourd'hui, tout le monde me voit parler. Cindy est très spontanée, très audacieuse, tout ce que je fais. Mais avant, quand je te dis que j'étais timide, quand je passais en classe et qu'il y avait une présentation à l'oral, j'étais tout le temps comme ça. Je ne pouvais pas regarder les gens jusqu'en 2015, quand je passais mon BTS. Et quand je rentre en agence, donc quand je commence petit à petit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même ce don de parole, il est venu de la photo. C'est ça qui est impressionnant. Pourtant, c'était juste des photos, tu vois, donc je ne parle pas. Mais j'ai vraiment pris une assurance et j'ai commencé à oser. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai commencé à oser. Mais j'ai eu beaucoup d'obstacles dès le début parce que c'est un milieu qui est rempli de dictats. On trouvait que j'étais trop grosse. Genre même jusqu'à aujourd'hui, ça va mieux. Heureusement, les codes changent. Mais à l'époque, en 2015, c'était vraiment les filles très, très filiformes. On disait que j'avais trop de hanches. Je venais d'arrêter l'athlétisme. Donc, j'ai quand même eu des combats. Et ce qui est bizarre, c'est là où je sais que c'est Dieu. C'est que ça aurait pu me décourager et me dire j'abandonne, je laisse. Mais il y avait toujours une voix intérieure qui est Dieu, mais à l'époque je ne savais pas, qui me disait continue, tu es faite pour ça, continue, tu es faite pour ça. Et je savais, et ça je le dis sans prétention, mais je savais, même à cette époque,
qu'on allait entendre parler de moi par le mannequinat. En fait, je ne peux pas l'expliquer, mais je disais que je sais que le monde entendra parler de moi, mais que ça va passer par le mannequinat. Et c'est ça, je me suis juste accrochée à cette parole sans connaître Dieu, ce qui fait que j'ai beaucoup pleuré quand des fois on me rejetait aussi dans le mannequinat pour le coup. Donc il y avait aussi cette blessure de rejet qui revenait quand on me rejetait. Mais il y avait aussi une autre voix qui me disait, oui, mais t'inquiète pas. Même si là, tu ne vois pas, t'inquiète pas. Alors que j'ai jamais été dans une famille ou de mannequins. Je veux dire, la mode, je regardais pas les défilés petites. Ok, je connaissais Naomi Campbell parce que tout le monde la connaissait, mais j'ai jamais eu un attrait à dire je vais suivre tout ça. Donc pourquoi tout à coup, soudainement, ça t'intéresse, tu vois? C'est vraiment, pour moi, c'est divin. Et c'est quand j'entre en agence, je sais pas, le Seigneur, en tout cas, c'est vraiment même un témoignage. Je vais à un casting que je devais pas y aller, je tombe sur une mannequin qui me dit, et c'est telle agence, elle me dit, et c'est telle agence, je suis sûre, ils vont te prendre. Je l'écoute, j'envoie mes photos, ils m'appellent, c'était en 2015, avril. J'y vais et ils me disent, ok, c'est bon, on te book. 2 semaines après, je faisais une campagne pour Garnier, pour les cheveux. Comme ça, j'ai rien compris. Et quand j'ai eu la campagne, quand ils m'ont appelé pour me dire si tu es confirmé, enfin, soit campagne, soit une vidéo pour Internet, j'avais encore la même voix qui est revenue. Je me rappelle, c'était en mode, je t'ai dit que tu as quelque chose à faire, continue. Le Seigneur ne s'était toujours pas révélé à moi. Et c'est quand j'entre en agence, quelques mois après, sachant que cette année, je passais mon BTS, je trouve l'agence, je passe mon BTS, je loupe mon BTS à 9,75 alors que je faisais partie des élèves profils qui ne devaient pas louper en fait. Genre, j'avais des bonnes notes en cours, pas excellentes, mais en tout cas, je devais l'avoir. Et je loupe mon BTS, je me rappelle, c'était un oral coefficient 8. Elles m'ont mis 5 à l'oral. Bref, et là, je me suis dit, ok, Seigneur, parce que je croyais en Dieu, mais je ne savais pas que... En fait, je ne le connaissais pas dans l'intimité. Pour moi, tu crois en Dieu, mais c'est un Dieu lointain. Mais je priais de temps en temps. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, c'est le moment en fait. Là, c'est un stand-by en fait dans ma vie. Donc, je sens que je dois faire du mannequinat. Je n'ai pas eu l'examen, je n'ai plus rien à perdre. Je me donne 2 ans. En tout cas, moi, je m'étais dit, je vais me donner 2 ans. Et si c'est vraiment fait pour moi, il faut qu'en 2 ans, là, il y ait des signes qui prouvent. Selon que j'avais d'autres obstacles parce que ma mère ne voulait absolument pas que je sois mannequin. Vraiment, elle avait du mal de ce côté. C'est une maman, je peux comprendre. Le métier de mannequin, c'est maintenant qu'on commence à en parler de plus en plus. Et elle avait vraiment des clichés, des stéréotypes du genre, c'est pas un vrai métier, etc. Donc, et puis, bon, je ne veux pas encore cracher. Ne pensez pas que je suis contre l'Afrique parce que je suis très fière d'être ce que je suis. Mais comme j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire, les modèles aussi, elle avait vraiment... En fait, souvent, c'est très mal vu ce genre de métier en Afrique, encore plus qu'ici. Ici aussi, mais là-bas encore plus parce que c'est pas encore aussi développé. Mais du genre, pour elle, c'est... Dans sa tête, ça pouvait être... Tu vois, c'est des trucs que les filles faciles peuvent faire. Certains ont cette image. Je sais que même en France, ça existe, mais elle pouvait avoir cette image sans s'en rendre compte. Elle ne me le disait pas ouvertement, mais elle avait cette image. Donc, dès lors que je faisais ça qu'en loisir, elle n'avait pas de problème. Mais quand elle a vu que sa fille voulait vraiment faire sérieusement, là, elle n'était pas d'accord. Il y a eu comme cette petite opposition. Et moi, c'est ma mère, tu veux l'écouter. Et je n'arrivais pas à lui dire, maman, je sens que je dois vraiment faire ça. Donc, j'ai fini par lui dire... Mais elle m'a mis une condition. Elle m'a dit, d'accord, mais tu fais des cours du soir à côté. En tout cas, fais un vrai diplôme. Voilà, c'était ça. En fait, c'était même au-delà du mannequinat. Ce qui la dérangeait, c'est qu'il fallait que j'ai un vrai diplôme. Sécurité, et c'est normal, c'est une maman aussi. Donc, j'ai dit, ok, si tu veux, je fais les cours du soir. Et elle m'a dit, comme tu aimes tout ce qui est beauté et tout, fais un CAP esthétique cosmétique. J'ai fait le CAP esthétique cosmétique, c'était 2 cours par mois. Et c'est là où j'ai compris que quand quelque chose n'est pas pour toi, ne force pas. Les 2 cours par mois, 2 samedis, j'étais en dépression. En fait, je me suis dit, mais je fais quoi là? Et c'est là où j'ai crié à Dieu, clairement. Déjà, il me parlait depuis tout ce temps. Là, j'ai vraiment crié à Dieu. Et c'est là qu'il s'est révélé à moi. Et du coup, c'est comme ça que tu as trouvé ta voie. Voilà. Et il m'a vraiment fait comprendre que c'était... J'avais même eu la parole de connaissance que j'ai eue quand je me suis donnée, c'est continue le mannequinat parce que c'est à partir de là que tu vas t'épanouir. Exactement. En tout cas, moi, je suis pour que les femmes fassent du mannequinat, même en étant chrétienne. Par exemple, on a un bel exemple de toi. Ça t'a vraiment... On sent que c'est ta voie parce que c'est même par ce biais-là, en voyant tes photos, que j'ai pu te contacter. Et aujourd'hui, j'ai la grâce et l'opportunité d'entendre ton témoignage. Du coup, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu sur sur la beauté émotionnelle. C'est ça. Tu nous expliques un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est que la beauté émotionnelle, parce que peut-être c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Alors, comme je dis, c'est pas de moi. Je préfère dire son nom, elle s'appelle Madame Massoba Koné. Donc, c'est vraiment une experte en beauté. Elle a créé une école qui s'appelle l'École des femmes. Et justement, alors elle s'est vraiment formée dans tout ce qui est psychologie humaine, sociologie. Mais vraiment, elle s'est spécialisée dans la beauté de la femme parce qu'elle a, un peu comme plusieurs femmes, elle a eu le parcours où elle ne savait pas du tout qui elle était. Et puis voilà, au fur et à mesure, elle a compris que la beauté était d'abord intérieure. Et du coup, elle a développé donc, ces études-là. Donc, c'est vraiment elle qui est la source. Je tiens vraiment ça d'elle parce que je suis connectée, on va dire, un peu à ce qu'elle fait. Et donc, elle a appris donc, la beauté émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Donc, elle dit que c'est la beauté intérieure, en fait. En gros, c'est
ça n'a rien à voir avec ton physique, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. C'est vraiment ta raison, même ta destinée, ta raison d'être, pourquoi tu es sur Terre en fait. C'est vraiment tes valeurs profondes, qui tu es au plus profond de toi avant que la vie te déforme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant que la vie vienne te déformer, les blessures, les mauvaises expériences de vie, c'est vraiment ta personne brute. Et donc ça, là, c'est vraiment la beauté émotionnelle. Et après, elle a un autre type de beauté qu'elle appelle la beauté expressive. En fait, la beauté expressive, là, c'est la manifestation de ton intérieur, mais au niveau de l'image. La manière de te coiffer, ta manière de te maquiller, ta manière de t'habiller, qui finalement qui doit être le reflet de qui tu es à l'intérieur. Par exemple, moi, comme tu vois, là, je suis habillée très chill, mais c'est vraiment moi, en fait, de base, je suis très simple aussi à l'intérieur. Et je me rends compte que les deux sont liés. Et comme moi, en plus, j'exerce, ça me parle énormément parce qu'en tant que mannequin, ça reste un métier d'image, quoi qu'on dise. C'est vraiment l'image. Mais ce que moi, j'ai compris et ce que j'explique aux femmes, et c'est vraiment aussi comme ça que j'essaie de sensibiliser aussi par rapport au mannequinat, c'est que c'est vrai, à première vue, ça peut être superficiel. Ça reste quand même le visuel. Mais seulement que quand tu poses, c'est pas que ton être extérieur qu'on voit, c'est ton être intérieur qui se reflète à l'image, c'est ta photogénie, c'est ton esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois tu peux regarder certaines personnes ou bien même quand tu regardes certains clips et autres, moi en tout cas je sais que des fois je suis pas à l'aise avec l'image véhiculée. Il y a un mauvais témoignage ou bien l'atmosphère, mais parce que c'est pas que des images, il y a vraiment une réalité déjà, un spirituel, et c'est vraiment l'esprit de la personne qui se reflète visuellement. Donc c'est là en fait, c'est pour ça que je dis que la base finalement, quand on dit qu'une femme est belle, pour moi c'est même au-delà. C'est vrai, il y a le don de beauté qui existe, mais pour moi toute femme est belle dès lors qu'elle sait qui elle est. Elle va forcément l'exprimer à sa manière. Et moi aujourd'hui quand on me dit, ça c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est qu'on me dit Cindy, quand tu poses c'est pas toi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. On a l'impression, il y a trop une joie, une émotion qui déborde, mais qui est tellement pure et sainte. Et je me dis, moi j'ai tout gagné en fait, puisque forcément en tant que chrétienne, mon but c'est juste de refléter Christ. Exactement. Et c'est la base, ouais. Donc c'est un peu ça. Après, on pourrait développer des heures et des heures sur ça parce que c'est vraiment profond. En tout cas, merci beaucoup Cindy, merci pour ton témoignage. De rien. Moi, j'ai un petit peu rebondir par rapport aux blessures parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui suivent Femmes d'Impact, qui me suivent, qui ne connaissent peut-être pas mon histoire. Là, je vais un peu brève parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la blessure de la trahison. C'est une blessure auquel j'avais peut-être pas fait attention, tu vois. Je parlais souvent de la blessure de l'abandon, on a eu un petit peu l'occasion d'en parler. Vous savez, des fois, je dirais aussi merci aux femmes d'impact parce que c'est en faisant les lives, c'est en discutant avec certaines femmes qu'aujourd'hui que la vision s'est beaucoup plus peaufinée. J'ai des femmes qui viennent me parler suite aux violences conjugales ou même par rapport au viol. Aujourd'hui, je peux mieux sentir la douleur de certaines femmes, même si je n'ai pas connu de viol ou de violence conjugale, mais j'ai connu une déception amoureuse, tu vois. Et par cette déception-là, je peux aujourd'hui, en fait, avoir le cœur pour entendre et écouter les autres et me mettre à leur place. Et du coup, moi, déjà, je voulais les remercier, toutes ces femmes-là qui ont l'occasion de suivre Femmes d'Impact, d'être dans nos lives et aussi de suivre des moments comme ça de talk, d'échange. Alors, pour un petit peu rentrer dans mon histoire, pourquoi j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport aux insécurités émotionnelles, il faut savoir que, comme toi, moi, j'ai toujours été, toute petite, très confiante. Je savais ce que je voulais. Étant l'aînée, je portais, on va dire, mes sœurs, mes frères et sœurs. Et vous savez, quand vous rencontrez une personne au premier abord, vous ne savez pas que cette personne-là est toxique. Je ne dis pas que j'étais parfaite, mais c'est par des mots, par des actions que vous rendez maintenant avec du recul qu'en fait, la personne était toxique. Et parce que tout simplement, par manque d'estime d'elle-même ou par manque de confiance en soi, la personne, en fait, va essayer de vous dévaloriser par certaines phrases, par certaines choses que la personne va dire. Et cela va avoir un impact dans votre propre vie, en fait. Et moi, du coup... ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ça a touché à mon estime, en fait, dans le sens où c'est une phrase bateau, en fait, où, par exemple, quelqu'un va te dire, mais sur ton physique, hein, des remarques un peu sur le physique, et ça peut toucher parce que tu t'es toujours bien aimé comme t'étais, et quand la personne touche en fait à une part de vous que vous appréciez, vous vous remettez en question parce que cette personne-là, vous l'aimez, donc vous voulez être agréable à ses yeux, vous voulez quand même lui plaire, vous voulez quand même être séduisante vis-à-vis de cette personne, et quand il y a des paroles un peu désobligeantes, ça impacte en fait, tu vois, et même si la personne elle part ou quoi, on a ce travail-là, tu vois, à faire dans notre vie, tu vois. Et je n'irai pas jusqu'à dire quelle était la phrase,
Mais c'est vraiment au départ de cette personne, quand j'étais avec, on va dire, parce que j'ai beaucoup d'amis garçons aussi, et quand ces derniers te disent, mais Divine, t'es une femme séduisante, t'es une femme charmante, etc. Du coup, tu dis, mais en fait, peut-être qu'il n'a pas vu parce que c'était tout simplement pas le mien, tu vois. Et aussi, c'est ça qu'il faut se dire, c'était tout simplement pas la chaussure à mon pied, tu vois. Exactement. Et c'est comme ça qu'on passe au-dessus de tout ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais rajouter. En tout cas, merci à vous toutes qui avez l'occasion de nous suivre. Et si je dois un petit peu parler de mon histoire, c'est vraiment en fait ne pas baisser les bras, peu importe ce qui vous arrive, peu importe l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai aucun regret par rapport à cette histoire-là. Je rends même grâce à Dieu parce que ça m'a permis aussi de savoir gérer un homme blessé, comment se comporter avec un homme blessé, comment être de la psychologie, comment soutenir, etc. Aujourd'hui, voilà, parce que cette personne était transparente. Elle me disait que j'ai connu des déceptions, des trahisons. Les hommes aussi connaissent des trahisons. Ils sont aussi trompés par des femmes. Des fois, on pense que c'est que la femme aussi. Ouais. Eux aussi, mais ils l'expriment pas forcément. Parce que moi, c'était quand même tu voyais quand même de la jalousie dans le sens où il fallait juste que tu sois avec quelqu'un, tu parles avec une personne lors d'une conférence et puis la personne te dit mais j'aime pas cette personne avec qui tu parlais, j'ai pas aimé la façon dont il te regardait, j'ai pas aimé ceci, mais ça traduit juste qu'en fait il est jaloux, mais c'est une jalousie pour moi je trouve pas contrôlée dans la mesure, c'est pas saine parce que c'était que on conversait normalement en fait et quand c'est pas guéri, ça pousse à des colères excessives en fait. On ne donne que ce qu'on a en fait, tu vois. Si la personne elle a de la colère, si la Cindy d'hier elle était restée comme aujourd'hui, ton mari aussi deviendrait colérique ou du moins il ne saura pas comment gérer face à ça. Après j'ai bien aimé comme tu dis que moi je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu parce que ça sert à mon témoignage. Tu vois, quand toi tu as parlé que tu peux comprendre une fille qui est blessée, qui est passée par là, moi je comprends une femme qui me dit elle n'a pas confiance en elle physiquement. Puisque forcément, j'avais aucune confiance aussi en moi physiquement, même dans le mannequinat. Et finalement, notre histoire, ça sert en fait. C'est pour une cible parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais donc, les blessures qu'on a vécues, finalement, elles nous servent. Elles deviennent une grâce quand tu es guéri en fait. Pouvoir dire, voilà, je suis passée par là, mais voilà comment je peux t'aider. Enfin, voilà ce que j'ai appris. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Elles deviennent une grâce. Elles deviennent une grâce, il faut vraiment voir ça avec une grâce et une bénédiction aujourd'hui pour pouvoir mieux aiguiser les autres. Et aujourd'hui, moi, je pense que par rapport à ce que je fais, je suis plus destinée en fait à parler aux femmes brisées, et en vue de les emmener vers la restauration. Et je bénis vraiment Dieu et je bénis le Seigneur pour cet échange qu'on a eu. Mais moi, ça m'a apporté. Et donc voilà, en tout cas, je suis super contente. Merci à toi, c'était un plaisir. Et ouais, de toute façon, je pense que le plus gros combat, c'est la restauration des cœurs et Dieu agit différemment. Pour moi, en tout cas, Dieu agit différemment, mais c'est le but ultime. Ouais. En tout cas, merci pour cet échange. De rien. Et au plaisir de te revoir dans une autre émission. Merci. Avec monsieur sûrement. Certainement, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette belle émission et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ton Histoire, c'est ta force avec de nouvelles intervenantes. Restez à l'affût. Je vous fais des plein gros bisous et à très bientôt. Au revoir.